Bonjour tout le monde. Dans le cadre d'un projet d'analyse de données financières, nous vous présentons cette vidéo qui illustre une optimisation d'un portefeuille d'actions. Ce travail est le fruit de la collaboration entre Bilal Dridi, Skander Ben Gaya, Amal Ousleti et Khalid Ben Saïd. Pour plus d'exemples d'analyse de données financières, n'hésitez pas à visiter la chaîne YouTube de notre très cher professeur Rbeï Ahmed. Cette présentation se déroulera selon le plan suivant. Dans une première partie, introduction, dans laquelle nous allons définir quelques termes financiers. Dans une deuxième partie, préparation de la data et son exploration. Dans une troisième partie, qui sera consacrée à l'optimisation d'un portefeuille selon deux approches. Et pour finir, interprétation. Pour commencer cette introduction, nous allons faire un petit clin d'œil sur l'historique de la bourse tunisienne. Ouais. La bourse la BVMT, appelée aussi la bourse des valeurs monétaires tunisiennes, a été créée en 1969. Son premier boom a été en 1990. En novembre 1994, la création de la CMF, Conseil des marchés financiers. Avril 1998, lancement de l'indice Tuni Index. Décembre 2007, lancement du marché alternatif dédié aux petites et moyennes entreprises. La bourse a comme rôle d'alléger l'endettement des entreprises, diversifier les modes de financement des sociétés et aussi de connaître les valeurs et permet de connaître les valeurs des entreprises. Elle permet aussi de donner une autorité nationale et internationale aux sociétés et faire fructifier l'argent des investisseurs. C'est sur ce point que notre projet est basé. Nous avons comme objectif d'optimiser un portefeuille d'actifs afin de permettre à une personne lambda d'investir ou de spéculer dans un marché financier en toute sécurité. Cette optimisation se fera selon le ratio de Sharpe. Selon le ratio Sharpe. Nous allons maintenant passer aux notions financières pour mieux comprendre la suite. Tout d'abord, il faut comprendre ce que signifie gestion de portefeuille. Gestion de portefeuille consiste à gérer des capitaux afin de réaliser des plus-values sur une courte durée, plus courte qu'un épargne ou une obligation. Puis, il faut distinguer entre les différents types de portefeuilles. Certes qu'il existe une infinité, mais on a choisi de vous expliquer les deux plus importantes et les plus connues. Portefeuille efficient. Ce portefeuille consiste à créer un portefeuille avec des actions ayant un risque minimal et une rentabilité maximale. Puis, il y a le portefeuille type. Ce portefeuille n'est pas constitué seulement d'actifs, mais aussi d'obligations et d'or et même des liquidités parfois, pour se prémunir du risque, mais aussi contre les circonstances économiques et politiques. Afin de bien constituer un portefeuille, il faut savoir combien vous avez gagné, combien vous voulez gagner, quel est, quel est le pourcentage de risque que vous voulez accepter, quel est le secteur qui rapporte le plus et celui le plus risqué. Et il faut aussi avoir une connaissance sur les indicateurs de performance. Premièrement, la volatilité. Bêta égale à covariance sur variance. Ce qui veut dire si bêta égale à 1,2 et si la variation de marché est égale à 1 point, alors la variation de l'action est de 1,2 points. Deuxièmement, le rendement d'un actif. C'est le calcul de taux de croissance. C'est le calcul du taux de croissance. Troisièmement, le risque d'une action. Ce risque est référé par l'écart type. L'écart type égale à la racine de la variance.
Oui, quatrièmement, le ratio de Sharpe. Ce ratio est calcule le rendement d'un portefeuille par rapport à un placement sans risque, qui est signifiant par RF. Et pour finir, le rendement d'un actif. Maintenant, nous allons passer à la partie technique. Et je cède la parole à mon collègue Bilal. Merci Youssef. Donc, je parle un peu de l'objectif du projet. Techniquement, l'objectif de ce projet consiste à développer une fonction d'optimisation d'un portefeuille et l'appliquer sur des actions des entreprises tunisiennes cotées en bourse. On va alors exploiter tout ce qu'on a vu pendant les séances d'analyse des données financières pour pouvoir obtenir un résultat optimal basé sur des indices et ratios qu'on va extraire pendant l'analyse et qui viennent avant l'exécution de la fonction. Donc, on va commencer par la préparation du data. La préparation des données désigne les opérations de nettoyage et transformation qui doivent être appliquées aux données brutes avant leur traitement et analyse. Pour cette phase, on aura besoin de ces bibliothèques et modules. Le module Globe pour manipuler les chemins de fichiers et répertoires. La bibliothèque Pandas pour la manipulation et l'analyse des données. La bibliothèque Matplotlib pour la visualisation graphique. Et le module Datetime pour attribuer les classes date pour les variables de date. Je passe maintenant aux étapes de la préparation de données. Au début, on avait besoin de consulter les composantes de TuneIndex sur le site internet investing.com. Une petite définition de TuneIndex. Le TuneIndex est un indice boursier de référence de la bourse de Tunis, la principale capitalisation boursière du pays, comme Amebank, ATB, SFBT, Attijari Bank, Paulina Holding, Dilis Holding, etc. Après, on a téléchargé les données historiques de toutes les entreprises cotées en bourse et qui constituent les TuneIndex. Ensuite, on a importé les fichiers téléchargés sur JupyterLab pour obtenir 80 dataframes. Chaque dataframe représente une entreprise et contient les variables suivantes. Cours de clôture, cours d'ouverture, cours le plus haut, cours le plus bas, le nombre d'actions échangées quotidien et la variation du cours entre l'ouverture et la clôture. En étudiant la corrélation entre les variables, on a remarqué une forte corrélation entre eux. Et comme vous savez, la corrélation entre plusieurs variables aléatoires ou statistiques est une notion de liaison qui contredit leur indépendance. Du coup, on a décidé de garder seulement le cours de clôture parce qu'il est suffisamment explicatif. Donc maintenant, chaque donnée d'entreprise contient les dates et les cours de clôture quotidiens. Alors, on les a concaténés en référant à la colonne date pour obtenir à la fin un tableau qui résume les cours de clôture des composants de TuneIndex. Comme vous voyez ici, il y a des valeurs manquantes dans quelques dates. On les a visualisées dans un graphe. Donc, on a remarqué qu'il y a des discontinuités dans les courbes qui représentent quelques actions. Pour les traiter, on devrait les remplir avec des fonctions de remplissage des valeurs manquantes par deux méthodes, forward et backward, et on a obtenu finalement un data frame sans valeur manquante comme il est visualisé sur le graphe. Donc maintenant, notre data est prête pour l'étape suivante et je cède la parole à mon collègue Khalil pour l'expliquer. Donc, merci, M. Bilal, pour votre contribution et explication. Maintenant, je prends la suite de vos paroles en présentant l'étape de l'explication de notre data. Donc, dans cette étape, on a appliqué plusieurs fonctions prédéfinies dans Python, juste pour l'exploration de notre data, telles que data describe, summary, etc. Ensuite, on va passer à l'explication du rendement et une étude de rendement pour chaque action de chaque société, notamment aussi l'élimination des sociétés ayant un rendement négatif. Ensuite, on va parcourir les notions
financières de base telles que la volatilité et le ratio de Shah. Et bien sûr, je dois mentionner que le travail était mené avec la bibliothèque NumPy pour conducter les calculs nécessaires durant les étapes de cette section. Donc, maintenant, on passe au traitement préliminaire. Donc, comme j'ai bien dit, qu'on a appliqué plusieurs fonctions basiques telles que DataDescribe, Summary, rien que pour comprendre et vérifier notre data et nous positionner convenablement face à l'analyse. Donc, comme vous voyez dans l'extrait de notre code, tous nos variables étaient numériques. Donc, on l'a fait pour comparer la moyenne avec les mines, qui sont plus ou moins proches en termes de valeur. On peut remarquer aussi que la variation d'écart type entre les différentes actions des sociétés, qu'on va essayer de mieux comprendre dans les prochaines dispositifs. Donc, maintenant, on passe aux études de rendement. Donc, je fais un rappel, comme a mentionné mon collègue Yus, et il vous a présenté les formules spécifiques des notions de base financière. Je prends la suite directement. On a commencé au début avec l'étude de rendement des actions, puisque notre objectif est l'optimisation d'un portfolio en final. Donc, le rendement, ou bien on peut dire notamment la performance d'un actif, c'est réellement la progression en pourcentage de la valeur d'un placement sur cet actif sur une certaine période, qui est dans notre cas 250 jours, qui est la période des jours ouvrables de la bourse tunisienne. Donc, dans cette étude, on a utilisé la fonction PCT Change en termes de la moyenne pour chaque action, pour simplifier les plusieurs observations en une seule par action. Donc, comme vous voyez dans le graphe, chaque action de chaque société présente une valeur qu'on peut dire bien précise du rendement, ce qui crée la fluctuation du rendement qui est divisé sur toutes les actions. Donc, on peut observer la variabilité de la courbe tout au long des sociétés qui varie entre moins 0,5 jusqu'à 0,3, ce qui n'est pas vraiment convenable dans notre cas, puisqu'on n'est pas intéressé réellement en ces sociétés qui ont un rendement négatif. Donc, on va passer à l'étape de l'élimination de ces derniers ayant un rendement négatif. Donc, suite au calcul de rendement que je viens de mentionner, on les a organisés suivant un ordre descendant, du plus haut vers le plus bas, afin de les visualiser plus clairement, vu le grand nombre des actions. Ensuite, on a éliminé ceux qui ont une valeur de rendement moyenne négative, puisqu'on est seulement intéressé à des sociétés avec un rendement positif. Car notre objectif dans ce projet, c'est l'optimisation de notre portefeuille en finale. Donc, après cette étape, on a obtenu 33 sociétés. On les a fixées 21 sociétés ayant le rendement le plus convenable. Voilà, c'est un problème de connexion, je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc, comme on voit dans l'extrait de la base de données, ce sont les sociétés ayant un rendement positif. Et bien sûr, on peut dire les top 20, plutôt 21. Maintenant, on va passer à l'étude de la volatilité de chaque action. Donc, le risque ici mesure par la volatilité d'un actif. C'est quoi la volatilité? Comme a dit Youssef, elle est égale à la racine carrée de la moyenne des écarts à la moyenne des performances historiques de différents titres financiers. Cette explication, c'est en termes financiers. Donc, on a calculé la volatilité des actions choisies pour les utiliser après dans le calcul du ratio de Shah et qui va nous aider à l'optimisation au final. Comme vous voyez dans les courbes présentées, il y a une certaine présence d'une volatilité différente pour chacune des actions. Comme on voit dans le graphe à droite, la volatilité de chaque action de chaque société est réellement différente d'une société à une autre,
qui varie d'une valeur de 0,1 jusqu'à plus que 0,9. Et dans le graphe à gauche, c'est le rendement et la volatilité des actions en même temps. Donc, on peut voir que la variabilité et le changement plutôt de chaque taux de volatilité ou bien de rendement de chaque action diffère. Et on peut voir qu'il y a certaines similitudes et bien sûr certaines différences. Ce qui va être clarifié plus précisément dans l'étape de l'optimisation. Donc maintenant, on passe à l'exploration selon le ratio Sharpe. Voilà. Donc, après le calcul du rendement d'un actif ou d'un portefeuille par unité de risque, le ratio de Sharpe réellement mesure l'écart de la rentabilité d'un portefeuille d'actifs financiers par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque, puis divisé par un indicateur de risque qui est l'écart type de la rentabilité de ce portefeuille. Autrement dit, sa volatilité, qu'on vient juste de parler. Donc, comme on voit dans les courbes, on peut remarquer que les courbes sont évidemment très volatiles et présentent une fluctuation remarquable qui est distribuée sur toutes les actions, qui est due réellement que chaque action a son propre ratio et caractéristiques, qui vont être approfondies avec mon collègue. Donc, je cède la parole à mon cher collègue Skander Bergaïa pour plus d'informations et élaboration du sujet de l'optimisation du portfolio. Merci beaucoup, Khalid. Donc, toujours dans la continuité de ce que mes collègues ils ont présenté. Donc, à cette étape de notre projet, après avoir préparé notre data, nous allons procéder à l'identification du portfolio le plus performant, donc qui permet d'optimiser nos investissements. Donc, pour ce faire, on abordera la problématique par une première approche qui consiste à utiliser la méthode de simulation de Monte-Carlo, et aussi d'une autre part, ou d'une deuxième approche qui est basée sur l'utilisation de la fonction optimisée de SciPy, où je laisserai ma collègue, bien évidemment, Amal, vous donner plus de détails par rapport à ça. Tout d'abord, laissez-moi vous donner plus, ou plutôt présenter la méthode Monte-Carlo. Donc, en fait, la méthode Monte-Carlo, elle reflète un peu le casino, elle reflète les jeux de hasard, et est une technique d'estimation qui s'appuie sur la simulation d'un grand nombre de variables aléatoires. En fait, son avantage, c'est qu'elle peut s'appliquer sur plusieurs domaines, donc comme la finance, la biologie, physique nucléaire et d'autres. Peu d'hypothèses de mise en œuvre et très facile à implémenter. Sauf que il y a quelques inconvénients, c'est qu'elle nécessite un bon nombre de générateurs aléatoires. Donc ça veut dire c'est que le nombre de d'essais ou le nombre d'essais il doit être assez grand. Donc pour qu'on puisse se rapprocher toujours de la valeur réelle. Elle est mal aussi adaptée aux problèmes d'optimisation. Donc, en fait, on a un portefeuille d'actifs et on souhaite déterminer les pondérations optimales de chaque actif afin d'avoir le portefeuille optimal, ou autrement dit, le portefeuille qui a un ratio de Sharpe le plus élevé. Donc, pour découvrir ces pondérations optimales, on créera simplement un grand nombre de portfeuilles aléatoires, tout avec des combinaisons variées de pondérations, donc d'actions constituent. Pardon. Donc, tout avec des combinaisons variées de pondérations. Donc, laissez-moi vous illustrer, bien sûr, le plan d'optimisation. Donc, ce qu'on va faire, premièrement, c'est que il y aura une première fonction qui calculera la performance de notre portefeuille. Donc, on calculera le rendement annualisé, la volatilité annualisée et le ratio de Sharpe aussi.
Une deuxième fonction qui utilisera la première fonction, donc où j'illustrerai ça dans une vidéo que je vais vous présenter juste après ça. Donc, cette deuxième fonction elle va simuler les portefeuilles aléatoires des différentes actions que nous avons. Et pour finir, donc c'est le choix du portefeuille le plus optimisé selon le ratio de char le plus élevé et aussi le portefeuille le plus faible en risque et qui seront et ces portefeuilles que nous allons simuler, ils seront bien sûr illustrés sur un graphe que je vais vous présenter juste après. Donc, comme vous le voyez sur la vidéo, donc là, on a la première fonction, donc qu'on a appelée calcul portfolio perf. Donc, cette fonction, elle va prendre bien sûr donc elle va calculer, comme je vous ai dit, donc le rendement. Elle va calculer aussi donc la volatilité ou l'écart type, pardon, et le ratio de char. Donc, tout en utilisant bien évidemment que nous allons lui apporter des arguments donc, comme le poids, le poids des constituants du portefeuille, le rendement quotidien moyen de chacun de ces constituants, qui sera calculé à la base de données historiques que nous avons téléchargées précédemment, la matrice de covariance et les constituants afin et aussi l'intérêt sans risque. L'intérêt sans risque que nous allons, comment dirais-je, le fixer à 0. Donc, comme vous pouvez le voir, en dernier, ici en bleu, où il y a la sélection de la case, ou comme vous pouvez le voir ici, donc ça, c'est la simulation de nos portefeuilles. Donc, en utilisant, comme je vous ai dit, donc les différentes fonctions qu'on a prédéfinies. Donc là, après calcul, ou après simulation, donc là, on voit le portefeuille le plus optimal avec le ratio de char le plus élevé. Donc, le numéro de portefeuille, c'est 76 452. Donc, on a un ratio de char qui est de 2,67. Et le portefeuille le moins risqué, donc avec bien sûr donc un écart type de 0,08 et un ratio de char de 2,4. Là, je vais vous lire. Dans le prochain diapo, on va illustrer tous les portefeuilles qu'on a simulés. Donc là, si vous voyez à gauche, donc on a le rendement. Juste en bas, on a l'écart type. Donc et à droite, on a l'indice ou le ratio de char. Donc là, au centre de notre graphe, on a tous les portefeuilles qui ont été créés. Donc, la partie qui est en bleu, c'est les portefeuilles, les portefeuilles qui ont été calculés avec un ratio de char supérieur à 2, on va dire. La partie entre le bleu et le rouge, c'est avec un ratio de char de 1,5 jusqu'à 2. Et le reste, c'est les portefeuilles avec un indice ou avec un ratio de char le moins élevé. Et si vous regardez juste en bas, où il y a l'étoile verte, donc là, ça c'est notre portefeuille qui a été créé, le portefeuille le moins risqué. Et juste en haut, le rouge, c'est donc le portefeuille avec un ratio de char le plus élevé. Cependant, certes que nous, de notre côté, ou bien évidemment, donc, ce qu'il faut faire, plutôt, plus nous créons des portefeuilles aléatoires et calculons le ratio de char,
plus nous nous rapprochons théoriquement des pondérations du portefeuille réel ou le portefeuille optimal. Cependant, nous rencontrons toujours des écarts car nous ne pouvons jamais exécuter suffisamment de portefeuilles simulés pour reproduire le poids exact que nous recherchons. Donc, pour nous, ou plutôt, on peut juste se rapprocher de la valeur exacte, mais jamais atteindre réellement la valeur exacte du portefeuille optimisé. Et par la suite, bien évidemment, donc je laisserai ma collègue Amal, ou je passerai la parole à ma collègue Amal pour vous donner, vous expliquer bien évidemment, donc vous donner plus de détails par rapport à la deuxième approche, qui est l'approche de SciPy. Merci d'avoir passé la parole. Donc, la deuxième approche de l'optimisation utilise la fonction Optimize disponible dans le module Scientific Python SciPy. Premièrement, SciPy propose une fonction de minimiser, mais pas de fonction de maximisation. En disant que nous souhaitons maximiser le ratio de Sharp est analogue à la minimisation de celui-ci négatif, c'est-à-dire x-1. Donc, on commence par la définition d'une fonction qui calcule le portefeuille Sharp négatif. Pour la fixation des paramètres et l'optimisation, on va les voir dans une vidéo qui va démontrer ça. Utilisons la méthode SLSQP dans notre fonction de minimisation qui signifie Sequential List Squares Programming. L'argument des contraintes doit être fini aux listes de dictionnaires. Cette variable contient plusieurs champs. Nous avons seulement besoin des champs type et function et arg. Le type peut être équation ou inéquation. Le fin définit la contrainte qui est dans notre cas la somme des poids de weights doit être égale à 1. Ça signifie que nous recherchons une autre fonction pour l'égaliser à 0. Donc le moyen le plus simple d'y parvenir est de créer une fonction lambda qui renvoie la somme des pondérations du portefeuille -1. Les limites spécifient que chaque poids de stock individuel doit être compris entre 0 et 1. Les args étant les arguments que nous voulons transmettre à la fonction que nous essayons de minimiser, calc negative sharp. Lorsque nous comparons ce résultat avec celui de notre approche de Monte-Carlo, nous pouvons voir qu'ils sont similaires, mais bien sûr qu'ils ne seront pas identiques. Pour identifier le portefeuille de variance minimale, c'est presque le même code que celui expliqué par mon collègue Skandal, mais cette fois, nous devons définir une fonction pour calculer et retourner la volatilité d'un portefeuille et l'utiliser dans la fonction que nous souhaitons minimiser, calc portfolio std. Passons maintenant au problème de l'identification des pondérations du portefeuille qui minimise la variance. La logique est très similaire à celle suivie lors du traitement du premier problème de Monte-Carlo ci-dessus. Cette valeur finale de variance a ensuite été convertie en valeur absolue, car la variance est le plus souvent rapportée comme une valeur positive. Elle nous permet également d'exécuter la fonction de minimisation requise lorsqu'elle est exprimée en valeur positive. Enfin, cette approche où les rendements sont entrés à 0 est parfois privilégiée car il s'agit d'une vision plus pessimiste de la variance d'un portefeuille. Lorsqu'il s'agit de quantifier le risque, il est recommandé de prendre des décisions en fonction du pire des cas. Le coût d'une erreur due à une sous-estimation de la variance n'est presque jamais symétrique. Il y a presque toujours un coût plus élevé pour une sous-estimation. La deuxième fonction est à peu près analogue à celle utilisée pour l'optimisation de Sharp avec quelques légères modifications. Des noms de variables, des paramètres et des arguments passés bien sûr. Des variables similaires sont définies comme auparavant avec l'ajout de jours et alpha. Les jours déterminent la période sur laquelle le chiffre variance est calculé, 252 jours de bourse et un alpha de 0,05.
correspondant à un niveau de confiance de 95%. C'est-à-dire que nous allons calculer la variance à 95% sur un an et essayer de minimiser cette. Les résultats obtenus sont similaires à ceux trouvés par la méthode de Monte-Carlo. Pour décider laquelle est la meilleure, on va faire un test de temps pour calculer leur performance temporelle puisque les deux utilisent presque les mêmes fonctions. On trouve que l'optimisation avec SciPy prend presque 1,5 fois que l'optimisation avec la méthode de Monte-Carlo. Donc, vu qu'ils sont très proches, on peut choisir l'optimisation avec la méthode de Monte-Carlo. Enfin, concernant l'optimisation, l'effet de diversification ainsi qu'une répartition optimale des actifs au sein du portefeuille optimisé était décisif dans la réalisation de cette performance. Avec un portefeuille de 20 actions distribuées sur 20 entreprises, bien évidemment, avec des pourcentages variés, on a obtenu un portefeuille avec 2,67 comme ratio de Sharpe et un rendement qui dépasse les 24%. Pour conclure, ce modèle pourrait mener à avoir un portefeuille non suffisamment diversifié car il ne tient pas en compte d'autres conditions, les frais de transaction, la variation des prix des actions. Il se base seulement sur des données historiques. Merci pour votre attention. Espérons que notre projet est satisfaisant. Merci.